Tout d'abord, je commence par un petit rappel, c'est quoi un risque majeur? Un risque majeur, c'est l'aléa, c'est-à-dire ce qui peut arriver de dangereux, combiné à l'enjeu. L'enjeu, ce sont l'ensemble des personnes bien susceptibles d'être affectées. C'est ce qui engendre. Donc le risque, c'est le danger éventuel plus ou moins prévisible. Et là, plus la vulnérabilité est importante, plus la catastrophe est importante. Donc nous, en tant qu'universitaires, on cherche à atténuer surtout la plus grande des vulnérabilités qui est le savoir ou la vulnérabilité intellectuelle. C'est-à-dire la majorité des personnes ne savent pas ou n'ont pas de notion sur les catastrophes naturelles. Tout d'abord, pourquoi planifier? Planifier est la clé. C'est la clé du succès de notre intervention. C'est également un gain de temps. C'est-à-dire, on planifie à l'avance pour gagner du temps lors de l'intervention. Et on sait que lors de l'intervention, un gain de temps, c'est un gain de vie humaine. Ça, c'est clair. C'est également un gain d'argent. Donc, la Commission européenne sont unanimes. Pour 1 euro dépensé dans la prévention, c'est 4 à 7 euros de gagner d'économie dans la gestion de la catastrophe. Donc, c'est-à-dire, on a un double gain, un gain de temps et un gain d'argent. Donc, c'est un très bon investissement. Où planifier? Donc, on planifie d'abord à l'échelle mondiale. Donc, c'est ce qui se fait et l'Algérie doit être partenaire dans cette planification. Dans un cadre, c'est-à-dire un contexte mondial, c'est pour définir le cadre coopératif et le cadre stratégique. On planifie à l'échelle nationale, c'est-à-dire pour fournir un cadre directif, mais également on planifie à un niveau local, c'est-à-dire là, on met l'accent sur nos capacités, les capacités et les moyens humains et matériels à l'échelle locale. Une autre question, avec qui planifier? Donc là, c'est clair. Tous les secteurs, sans exception, sont concernés d'une manière directe ou indirecte. C'est-à-dire, la plus faible ou la dernière des implications, c'est d'être victime. Donc tout le monde est de fait impliqué dans la planification et dans la gestion des catastrophes. Donc tous les directeurs de secteur sont concernés, tous les cadres supérieurs, tous les techniciens de secteur, le personnel administratif, les logisticiens, le Croissant Rouge et le mouvement associatif. Plus les gens sont impliqués, plus la planification est réussie. C'est-à-dire on doit descendre à la première échelle, c'est-à-dire au niveau du citoyen, l'impliquer dans cette planification. Si on lui dicte le comportement adopté lors d'une catastrophe, c'est un stade de planification. Mais également avec des partenaires extérieurs, des gouvernements, les Nations Unies, la Croix-Rouge et différentes ONG. Qu'ont planifié? Donc la planification, c'est un processus permanent. C'est un processus continu parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'une catastrophe peut survenir. Donc les plans doivent être régulièrement testés et actualisés. Donc on doit identifier les risques et identifier les nouveaux risques. Donc on doit actualiser les données. On doit sensibiliser la population, les intervenants et les responsables. On doit également se préparer. Donc préparer les moyens humains et les moyens matériels et les connaissances, les plans et tout pour affronter. On doit également former les gens. Donc le volet formation est très important. On doit tester nos plans. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il est efficace? On le teste comment? On le teste par des simulations. Donc on fait des exercices de terrain pour voir les lacunes. Donc toujours avec un débriefing pour voir les points positifs et les points négatifs qu'on doit corriger. Donc on doit s'exercer et à la fin on doit évaluer. Donc cette évaluation doit être faite à chaud. Quand on fait un exercice, juste après on fait un débriefing à chaud pour détecter nos failles, détecter nos lacunes pour pouvoir les corriger. Et la période suivant une catastrophe de grande ampleur est un bon moment pour favoriser l'élaboration ou l'actualisation d'un plan. Parce que quels que soient les exercices qu'on puisse faire, on ne pourra jamais reproduire une situation réelle. Donc, après une catastrophe réelle, il faut qu'il y ait un organisme qui ne sera pas impliqué dans le secourisme, où sa seule mission sera d'actualiser les plans, c'est-à-dire d'étudier la situation. C'est ce qui nous manque. Analyser la situation, parce qu'on sait que cette catastrophe peut se reproduire. Donc, il faut dégager un service pour faire le suivi, pour actualiser ces plans. Donc, pour les étapes de la planification, la première étape, c'est la planification institutionnelle
des catastrophes, c'est-à-dire élaborer des stratégies, les règles et les normes et définir le cadre juridique. Donc un cadre juridique dans quel contexte intervenir, quelles sont nos prérogatives, quelles sont nos missions et quelle est notre protection. L'étape 2, c'est l'analyse des dangers, de la vulnérabilité, des capacités et des risques. Donc ici, on doit recenser les dangers. Donc la première des choses à faire, par exemple dans la wilaya de Béjaïa, c'est identifier les points à risque. Je sais qu'on a des constructions vétustes à la haute ville, donc c'est un point à risque. Je sais qu'on a une zone industrielle ou une zone d'activité où on utilise des produits chimiques, donc c'est une zone à risque. Je sais qu'on est parfois sous les niveaux de la mer, donc on est une zone à risque. On a surpeuplé la côte. Je sais que par exemple, les tsunamis, ce n'est pas uniquement un phénomène océanique. Ça concerne également la mer Méditerranéenne. Par exemple, la France a installé un système d'alerte, de contrôle du mouvement de la mer Méditerranée. C'est-à-dire, en cas de tsunami, ils peuvent avertir en temps réel. Donc, en tenant compte le cadre géographique et le cadre temporel. C'est-à-dire, où se situe ce danger et quand est-ce qu'il peut survenir. Par exemple, un feu de forêt, il a plus de chances de survenir pendant les périodes chaudes. Également, concevoir des cartes et des zones à risque, des cartes de position et surtout des cartes d'intervention. C'est-à-dire, j'ai un problème, j'ai une zone à risque à l'arrière-port. Donc, lorsque j'établis les plans, je dois dégager un itinéraire ou des itinéraires. C'est-à-dire, quel est l'itinéraire le plus proche? Quel itinéraire que je dois sécuriser? Donc ici, c'est des plans d'intervention qui doivent s'élaborer en concertation avec les différents intervenants. Évaluer la vulnérabilité. Donc ici, la vulnérabilité de la population et la vulnérabilité individuelle des individus. Donc ici, on peut évaluer, par exemple, s'il y a un problème, on a combien de personnes handicapées, on a combien de personnes qui nécessitent des soins particuliers, qui ont sous respiration artificielle. Donc toutes ces personnes sont vulnérables, elles doivent être prises en charge en cas de catastrophe. Évaluer les capacités locales et nationales. Donc des capacités organisationnelles et des capacités opérationnelles. C'est-à-dire, est-ce qu'on est assez organisé? Est-ce qu'on a assez de moyens? Est-ce qu'on a des plans élaborés pour intervenir? Donc des capacités organisationnelles et des capacités opérationnelles. L'étape 3, c'est le recensement et mobilisation des ressources. Donc dans ce cas, on doit recenser toutes nos ressources, les ressources nationales et locales. Pourquoi? C'est dans le but d'analyser nos capacités. Donc j'ai tant de moyens humains, j'ai tant de moyens matériels, donc je peux faire ça. Je peux évaluer mes capacités. Sinon, je dois définir les ressources supplémentaires requises. C'est-à-dire, si je vois, j'analyse la situation, je trouve que mes ressources sont insuffisantes, je dois mobiliser ou prévoir des ressources supplémentaires. Pour la quatrième étape, c'est le système d'alerte précoce et déclencheur. Existe-t-il chez nous? Existe-t-il réellement? Y a-t-il un système d'alerte chez nous? S'il y a un problème ici à Béjaïa, est-ce qu'il y a un système d'alerte? Comment on est alerté? Est-ce que tout le monde écoute la radio? Est-ce qu'il y a des sirènes? Je ne sais pas, est-ce que c'est la police qui passe dans les rues avec un micro, un haut-parleur? Est-ce qu'il y a un système d'alerte pour alerter la population d'un danger imminent? Qui alerte? S'il y a un système d'alerte, qui alerte? Identifier la personne. Qui va m'alerter? Il faut me dire que s'il y a un problème, vous serez alerté par Radio Soma, par exemple. Là, je vais faire de mon mieux pour être constamment à l'écoute ou, je ne sais pas, suivre les informations. Et comment alerter? C'est-à-dire le moyen d'alerter. La population doit savoir par quel moyen elle sera avertie. Je peux faire des exercices, vous dire, expliquer à la population, s'il y a tel bruit, telle sirène, ça sous-entend qu'il y a un danger imminent. Et le dernier, c'est comment réagir. Si tu entends cette alarme, tu dois te comporter comme ça. C'est-à-dire, tout ça, je pense qu'on ne l'a pas. Le système n'existe pas. On ne sait pas qui alerte, ni comment être alerté, ni le comportement adopté en cas d'alerte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le comportement adopté? L'étape 5, c'est liens et communication. Donc, quelle stratégie de communication externe? Stratégie de communication ou information interne. Quelles sont les informations opérationnelles pertinentes et comment établir les rapports? Parce que lors d'une catastrophe, c'est très important l'établissement des rapports. C'est la mémoire. Vous savez, dans le corps humain, par exemple,
lors d'une première infection, il y a des anticorps qui sont mobilisés. Bon, après, tout le reste, toutes les cellules s'en vont, il reste 5% de cellules mémoire. Nous, on n'a pas cette mémoire. Pourquoi les 5% restants? C'est pour lors de la deuxième infection qu'il y ait une réaction plus spécifique et plus rapide. Nous, on a besoin de cette mémoire. Qu'est-ce qu'on a appris des séismes de Boumerdès, des différentes catastrophes? Moi, en tant que citoyen, je ne sais pas. Quels sont les points positifs? Qu'est-ce que les intervenants ont fait de bien? Où est-ce qu'ils n'ont pas réussi leur intervention? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Donc c'est ça, c'est très important de garder cette mémoire. Et enfin, la communication entre institutions. Comment communiquer entre les différentes institutions. L'étape 6, c'est les responsabilités sectorielles. Là, on doit attribuer clairement des rôles et responsabilités de chaque secteur. Donc ici, on va essayer d'identifier à peu près les principaux secteurs qui sont concernés directement lors d'une catastrophe. Donc le premier secteur, c'est le secteur des secours. Le second, c'est la santé, l'alimentation et nutrition, sécurité, sûreté et protection, abri et hygiène, eau, hygiène, assainissement. Donc les deux premiers sont la sécurité et la santé. Donc on commence par les secours. On doit penser, c'est-à-dire lors de la planification, aux différents types de blessures ou de besoins médicaux qui peuvent survenir. Qui organise les premiers secours? Les ambulances provisoires, l'évacuation médicale et l'hospitalisation. Gestion des cadavres et restes humains. Comment gérer ce nombre important de cadavres? D'ailleurs, à ce sujet, il y a le médecin légiste qui va faire une très importante communication demain. Le système d'enregistrement. Ça également, le système d'enregistrement, on doit le penser. Lors d'une catastrophe, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a parfois 3 bilans contradictoires. On n'a jamais un nombre précis lors d'une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un système d'enregistrement pensé. Par exemple, en France, j'ai vu qu'ils ont ce qu'on appelle le système Sinus. C'est une petite application. D'ailleurs, j'en ai parlé à des enseignants universitaires. Ils sont prêts à faire la même chose. C'est quelque chose de très simple. Mais une petite application qui est commune aux différents intervenants. C'est-à-dire, le pompier sur le terrain, il lui colle juste un bracelet avec un code barre, il le saisit, il crée un fichier. À l'hôpital, ils font la même chose. La police fait la même chose. Mais ils alimentent la même base de données. Donc, n'importe quel des intervenants qui tape, il aura le nombre de morts en temps réel, le nombre de blessés et parfois même l'orientation. C'est-à-dire, telle personne est orientée vers tel hôpital. C'est-à-dire, on aura des informations très précieuses, chose qui ne nécessite pas grand-chose qu'on peut faire ici. Donc, l'encadrement des volontaires également. Qui est chargé de l'encadrement des volontaires? Donc, lors d'une catastrophe, on a l'afflux de plusieurs personnes. Parfois, lors d'une catastrophe, c'est humain, lors d'une catastrophe. Donc, ces personnes, il y a des personnes qui sont de bonne intention, d'autres qui sont de mauvaise intention. Il y a des personnes qui arrachent des bijoux, qui volent, ça, il faut pas le négliger. Donc, tous ces volontaires doivent être encadrés dans ce sens et encadrés dans la manière d'intervenir. Donc, qui sera chargé de cet encadrement? La protection civile? Je ne pense pas. Elle sera débordée. Le croissant rouge? Je ne sais pas. Mais il faut définir un organisme qui va encadrer. On sait pertinemment qu'il n'y a pas de catastrophe sans intervention de volontaires. Donc, c'est un volet qu'il faut déjà penser. Dans le secteur de la santé, donc, il faut définir un responsable des besoins sanitaires. Je pense dans le plan Orsec qu'il est défini, mais il doit être informé de ses missions, définir un mode de fonctionnement des structures de soins en situation d'urgence. C'est-à-dire, est-ce que nous, chez nous, est-ce qu'il y a un système qui est déjà prédéfini dans les hôpitaux en situation d'urgence? Voilà, en cas de séisme, en cas d'affluence d'un grand nombre de blessés, voici le système de fonctionnement, voici le système d'accueil, le système d'enregistrement, le système... Je ne sais pas. Besoin de groupes de population particuliers, enfants, femmes enceintes, malades chroniques. C'est-à-dire, en cas de catastrophe, on sait qu'on sera plus ou moins isolé. Est-ce qu'on a prévu ces besoins spécifiques? Vaccination et prévention des maladies. Donc, après une catastrophe, c'est après la catastrophe qu'émerge un certain nombre de maladies. Incidence de la surpopulation
sur les soins de santé, c'est-à-dire comment gérer le nombre important de blessés qui vont arriver à l'hôpital ou aux structures de soins. Autopsie, entreposage des corps. Donc on sait que on ne peut pas enterrer quelqu'un sans l'identifier. Donc pour l'identifier, il y a plusieurs moyens d'identification. L'un des moyens d'identification, c'est l'autopsie, qui va nous révéler des données médicales précieuses. Donc on doit autopsier un maximum de cadavres. Mais en attendant l'autopsie, où est-ce qu'il faut entreposer tous ces cadavres? Y a-t-il des enceintes frigorifiques? Comment gérer ces cadavres en attendant leur identification? Quels seront les systèmes d'enregistrement et de distribution utilisés? Quelles mesures faudrait-il prendre pour des groupes de population particuliers? C'est-à-dire dans un hôpital en situation d'urgence, comment je dois transporter, par exemple, des malades sous soins intensifs? Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Est-ce qu'il faut les laisser sur place? Donc il y a coupure d'électricité, est-ce qu'il y a des générateurs? Donc tout ça doit être planifié à l'avance. Quels sont les médicaments et l'équipement médical disponibles? De quels produits supplémentaires peut-on avoir besoin et en quelle quantité? C'est-à-dire en cas de catastrophe, on doit se poser toutes ces questions. Dispose-t-on d'entrepôts? Dans la négative, que faudrait-il faire? Dans le secteur alimentation et nutrition, définir le responsable d'évaluation des besoins alimentaires. Pensez à un système de distribution alimentaire en situation d'urgence. Comment distribuer les aliments en situation d'urgence? Par exemple, j'ai vu des documents où ils sont posés la question, quand on distribue cette aide alimentaire, par exemple dans un camp de sinistrés, est-ce qu'on doit donner également aux populations limitrophes pour éviter qu'un autre problème surgisse? Parce que eux aussi, par exemple, j'installe un camp de sinistrés à côté d'un petit village déshérité. Donc, est-ce que je dois donner aux sinistrés et donner à cette population pour avoir leur soutien? Quels sont les aliments disponibles localement et à quelle quantité? C'est-à-dire pour subvenir à nos besoins, au moins un petit laps de temps pour recevoir l'aide humanitaire. Quels sont les produits alimentaires qui pourraient manquer? Également, définir la composition. Ça également, il faut le penser à l'avance. Définir la composition du panier alimentaire basé sur les besoins caloriques en fonction des différents climats. C'est-à-dire, si une catastrophe survient en été, par exemple, voici la ration alimentaire qu'on doit distribuer en fonction des besoins caloriques. Par contre, si c'est en hiver, dans les périodes de grand froid, il faut plus d'apport calorique. Besoins de base pour les enfants à bas âge. Les besoins de base. Liaison et gestion des donations. Donc également, qui sera chargé de la liaison et gestion des donations? On reçoit des donations. Comment gérer, comment être sûr que ces donations vont arriver aux sinistrés? Quel système d'enregistrement? Quel système de distribution? Entrepôt disponible et exigences relatives au stockage des vivres. Lorsqu'on reçoit ces aides, où est-ce qu'on doit les mettre? Où est-ce qu'on peut les mettre? Comment les entreposer? Est-ce qu'on a des générateurs pour la climatisation? Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Donc, toutes ces questions, c'est-à-dire, c'est des petites questions de synthèse que j'ai faites, mais il y a énormément de questions auxquelles il faudrait penser. D'où l'intérêt de cette planification. Donc, dans le domaine de la sécurité et sûreté et protection, mise au point d'un système d'alerte. Donc, on revient au système d'alerte, il faut mettre au point un système d'alerte. Moyen de délimitation de la zone sinistrée et de sa sécurisation. C'est-à-dire le service de sécurité doit penser à délimiter la zone et à sécuriser. On sécurise les victimes, on sécurise également les intervenants. Moyen de sauvegarde de l'intégrité des indices. Donc ça également dans l'identification des cadavres. Je vais y revenir dans ma dernière communication. C'est-à-dire on doit, le relevage des corps ou les premiers intervenants doivent veiller au respect de ces indices parce que ce sont des atouts précieux qui vont nous permettre d'identifier les corps. Mesures de protection de personnes, victimes, personnel et chargés de secours. Comment les protéger? Mesures de protection des biens. Donc lors d'un tremblement de terre par exemple, il y a beaucoup qui profitent pour dérober des magasins, des maisons et tout. Comment sécuriser ça? Expliquer les objectifs, la méthode et l'exigence du relevage des corps aux différents intervenants. Donc ici, la mission d'identification revient au service de sécurité.
Donc c'est à eux d'expliquer aux intervenants comment relever le corps de telle sorte à garder les indices pour pouvoir l'identifier plus tard. Identification des cadavres. Donc comment identifier ces cadavres? Les moyens et les formations. Dégagement et sécurisation des itinéraires vers les hôpitaux. Donc, c'est eux qui sont chargés de sécuriser les itinéraires. Donc, il faut définir au préalable, en cas, identifier les zones à risque et identifier les itinéraires. Donc, comme ça, la protection civile saura, donc, en coordination, en cas d'un problème, par exemple, au port de Béjaïa, elle va emprunter tel itinéraire vers l'hôpital. C'est l'itinéraire le plus proche, le plus rapide pour l'hôpital. Sécurisation des convois humanitaires, donc c'est également un autre problème. Donc en cas de catastrophe, lorsque les vivres vont manquer, donc les convois seront sûrement attaqués, dérobés. Donc il faut penser à la manière de les sécuriser. Et dans le secteur de l'abri, des abris, donc il faut désigner un chargé de l'évaluation des besoins. Les réserves existantes, donc est-ce qu'on a assez de réserves, de couvertures, vêtements, combustibles, ainsi de suite. Identifier les fournisseurs d'abris. Donc, en cas de catastrophe, où est-ce que je viens me procurer les abris? Besoin de tentes, matériaux de construction, bâches en plastique, etc. Sélection de sites pour des abris collectifs. Donc, ça, il faut le penser également. Ce n'est pas le jour de la catastrophe que je vais chercher un site pour établir un compte de sinistrés. Donc, je dois le définir au préalable. Et avec une carte des différents sites que je vais actualiser régulièrement. C'est-à-dire un site qui ne va pas, par exemple, subir d'autres dangers, qui est accessible. On peut, par exemple, brancher l'assainissement, on peut brancher pas mal de choses. C'est-à-dire plein de paramètres qu'il faut étudier à l'avance. Plan d'installation et d'aménagement des comptes sinistrés. Est-ce qu'on a un plan d'aménagement? C'est-à-dire en cas de catastrophe, est-ce que c'est au moment de la catastrophe qu'on doit chercher un petit plan comment aménager le site? Et on sait que ce compte sinistré peut durer plus d'une année, voire plus. C'est par expérience, après le tremblement de Boumerdès, je ne sais pas, c'est récemment qu'on a démoli les chalets. Donc, chargé de l'installation des abris et tentes, qui sera chargé de cette mission? Est-ce que c'est le Croissant Rouge? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est la protection civile? Évaluer les problèmes qui peuvent survenir avec la communauté locale. C'est-à-dire, lorsque j'installe un compte sinistré, est-ce que la communauté locale va l'accepter? C'est des choses, c'est-à-dire, dans la planification, ça paraît des choses simples, mais après la survenue d'une catastrophe, ça peut poser un réel problème. Quelle assistance pour ceux qui sont abrités ou hébergés chez les proches? Donc ici également, après une catastrophe, plusieurs personnes peuvent être hébergées par des proches. Donc on doit penser à des mesures pour les maintenir chez ses proches. Au lieu d'avoir le problème de les héberger, je vais les assister, je vais les aider, mais là où ils sont, tout en leur montrant qu'on ne les a pas oubliés. Parce que c'est lorsqu'ils ressentent qu'ils sont oubliés, c'est là qu'ils vont rejoindre les autres sinistrés. Pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Donc, dans une situation d'urgence, c'est clair qu'il y aura un manque en eau potable, des installations sanitaires défectueuses et un manque d'articles d'hygiène. Moi, par exemple, pour l'eau potable, c'est une question, en discutant, je me posais la question, est-ce que, par exemple, le DEMIA a pensé à un système, en cas de catastrophe, d'isoler les réserves existantes du réseau de distribution? C'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas contamination des réserves. Je ne sais pas. Donc, ces trois manques engendrent des maladies et des décès suite à ces maladies. Mais l'approvisionnement en eau reste toujours une priorité. Donc, pour ceux concernant l'eau, donc il faut penser à des systèmes d'approvisionnement et distribution en situation d'urgence. Également, identifier les sources d'approvisionnement publiques et privées. Je dois identifier, je ne sais pas ici à Béjaïa, il y a combien de puits privés?
Je dois identifier les différentes sources parce que lors d'une catastrophe, j'aurai besoin de toutes les ressources. J'aurai besoin de savoir le débit, la capacité de chaque source. Traitement de l'eau. Cette eau est-elle nécessite-t-elle un traitement? Est-ce que je peux la traiter avant de la distribuer? Et quel genre de traitement faudrait-il? Donc, une fois que j'identifie la source, je peux analyser cette eau et savoir est-ce qu'il nécessite un traitement ou je vais la distribuer sans traitement. Quelles sont les capacités techniques existantes? Avons-nous des citernes? Avons-nous des camions? Avons-nous des moyens de distribuer cette eau? Équipements nécessaires. Quels sont les équipements nécessaires et quels sont les équipements disponibles? Concernant l'hygiène, il faut faire la promotion de l'hygiène. Donc, avant la survenue de la catastrophe, on doit faire cette promotion de l'hygiène, notamment la manière, en expliquant la manière d'évacuer les déchets et la manière d'évacuation de la matière fécale. Notamment, comment, par exemple, de soi-même, confectionner une petite fosse septique. Également, il y a d'autres secteurs, tels que la logistique et transport, information et télécom, communication et établissement de rapports, suivi et évaluation. Donc, ce sont autant de secteurs qui sont concernés par la catastrophe. Donc, pour la logistique et transport, il faut identifier les routes principales et de remplacement pour l'acheminement des secours. Donc, une fois qu'on a identifié les zones à risque, on identifie les différents accès. Moyens de transport disponibles. Engins disponibles pour dégager les routes. Donc, quels sont les engins disponibles et quels sont les engins nécessaires? Entrepôts disponibles les mieux adaptés. Dépôts de carburant et stations de service existantes. Préciser les limites. C'est-à-dire qu'on doit avoir une carte bien définie pour l'alimentation en carburant. Impact probable des conditions météorologiques sur la logistique. Et enfin, sécurisation des convois humanitaires, c'est de la responsabilité du secteur de logistique et transport. Pour l'information et télécom, c'est également un secteur qui doit penser à une planification. Donc, puisque le succès de toute opération d'urgence dépend d'une communication permanente et efficace. Donc, pour ce, il faut évaluer les capacités dans connectivité, type de télécommunication et couverture. Besoin en équipement de télécommunication, radio portative, téléphone satellite, téléphone mobile, ligne terrestre, etc. Les fréquences radio et les canaux ont-ils été sélectionnés et convenus entre les différents intervenants? Enfin, communication et établissement des rapports, donc informer sur l'étendue des dégâts et des activités qui ont été entreprises, communiquer les informations et alerter l'ensemble des organisations qui interviennent en matière de catastrophe, produire rapidement des cartes pour contribuer au processus de planification d'urgence et d'intervention. Également, quelle sera la stratégie d'information externe? Qui sera chargé de la communication externe, de communiquer les bilans? Publier rapidement des bulletins d'information, c'est-à-dire le moyen d'avertir ou d'alerter ou d'informer la population. Des rapports opérationnels, lancer des appels aux donateurs. Donc, ça relève également du service de communication. Le suivi et l'évaluation, donc, il faut définir un niveau de suivi et d'évaluation nécessaire. Définir pour chaque secteur les domaines qui devraient faire l'objet d'un suivi. Donc, chaque secteur, on doit définir quels sont les domaines qu'on doit suivre méticuleusement. Préparation des outils nécessaires pour mener à bien le suivi et l'évaluation. Formulaire, liste de contrôle, mode de présentation des rapports, ainsi de suite. Donc, tout ça doit être préparé en amont. Comment traiter les problèmes de suivi et d'évaluation? Comment les employés et les volontaires nécessaires seront-ils sélectionnés et formés? Et merci pour votre attention. Donc ici, je souligne la nécessité de la planification. Donc je suis là.